Des histoires horribles et terrifiantes? C'est ça que vous êtes venus chercher, non? Alors déjà, vous êtes des malades, mais vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer dans des histoires aux thématiques toutes différentes. Il y en aura pour tous les goûts. La seule règle, c'est que si un frisson parcourt votre corps à un moment de la vidéo, ou que vous esquissez un léger sourire, vous devez vous abonner et liker. C'est tout. Oui, parce que ici, on raconte des trucs horribles, mais on se marre aussi. On passe par toutes les émotions. C'est des montagnes russes, et on s'éclate. Alors, rejoins-nous. Mais attendez, êtes-vous seulement prêts? Vous pensez que oui? Alors vous, derrière votre écran, venez avec moi et préparez-vous à rejoindre les tréfonds de l'humanité et de l'horreur. Générique. La première histoire, c'est celle de Elena, et elle nous raconte une histoire qui lui est arrivée quand elle avait 15 ans, et elle en a 22 aujourd'hui. À cette époque, elle aimait beaucoup aller en colonie de vacances. Elle était donc partie là-bas avec des animateurs super cool, et elle explique que les plus grands, âgés de 15 à 17 ans, dont elle faisait partie, avaient le droit de rester un peu plus tard pour veiller avec les animateurs. Il faut savoir qu'ils sont répartis en 3 groupes pour les tâches ménagères, et qu'elle, elle fait partie du groupe vaisselle. Voilà, le contexte est posé. Colonie, animateur, vaisselle, let's go. Alors qu'elle est assise avec les animateurs, une de ses animatrices lui a demandé si elle avait fait la vaisselle du soir. Et elle avait complètement oublié. Oublié? On n'y croit pas. Bref, elle avait donc proposé de la faire tout de suite. À ce moment-là, il était aux alentours de 22h, 22h30. Elle est donc partie la faire et elle a pris la vaisselle dans un petit bac et s'est dirigée vers l'évier pour nettoyer tout ça. Pour expliquer la situation, pour faire la vaisselle, elle doit marcher environ 5 minutes. Là-bas, il y a un lavabo extérieur en pierre, car eux sont sous tente et n'ont donc rien pour faire la vaisselle. À cet endroit-là, il y a aussi des toilettes et les douches, mais elles sont fermées à 20h. Elle nous explique aussi que ce n'est pas un camping classique, car ils sont dans un lieu avec une grange et des chevaux, et ils sont le seul centre de loisirs dans la région. Alors elle prend son téléphone exceptionnellement pour utiliser le flash, puis elle commence à faire la vaisselle, car comme elle a oublié, c'est maintenant la nuit et il n'y a pas de lumière. Il faut noter qu'elle est myope et qu'elle n'a pas encore de lunettes à ce moment-là. Mais alors qu'elle fait la vaisselle, elle aperçoit quelque chose bouger au loin. Elle se tourne donc dans la direction du mouvement et voit quelque chose à 4 pattes. Pour elle, c'est un chien. Elle n'y prête donc pas trop attention et elle continue sa vaisselle. Puis elle voit le chien s'approcher doucement. Alors, elle prend son téléphone pour mieux voir, met le flash et là, ce n'est pas du tout un chien. C'est un être humain, tout ce qu'il y a de plus normal, à part qu'il se tient à 4 pattes et qu'il est en caleçon, qu'il est chauve et maigre, et aussi il paraît très sale. Son cœur, à ce moment-là, fait un saut dans sa poitrine. Elle est tellement terrifiée qu'elle ne bouge pas, jusqu'à ce qu'elle voit l'homme lever les fesses et commencer à galoper dans sa direction, toujours à 4 pattes. Il a les mains et les pieds par terre, mais le bassin relevé. What the fuck? Excusez-moi, on est en plein milieu de l'action, mais what the fuck? Personne se dit ça en regardant la vidéo là? Bref, après ça, elle lâche tout et court le plus vite possible en hurlant. L'animateur responsable l'entend, va vers elle et lui demande ce qu'il s'est passé. Et elle explique tout. Un autre animateur, qui les a rejoints, devient tout blanc en entendant ça et dit « T'es pas le mec super bizarre qu'on a vu tout à l'heure? Et tu t'es pas dit que c'était bien de prévenir la meuf qui était toute seule de l'autre côté du camping de nuit? Ou alors de prévenir tout le monde? Non, bah non. Faut changer de métier tout de suite. » Bref, ce soir-là, ils ne peuvent pas rentrer. Donc les animateurs font à tour de rôle des rondes pour surveiller le camp. Merci. Enfin un peu de prise en charge. J'y croyais plus avec l'action d'avant. Après ça, Elena ne dort pas de la nuit. Je vois pas pourquoi. Le lendemain, son grand frère vient la chercher et elle quitte la colonie. Tu voulais pas rester une nuit de plus? Oh, ça va, un mec en slip qui court à 4 pattes, c'est rien. Depuis, elle nous explique que cet endroit est condamné par le centre de loisirs en question et plus personne n'a le droit d'y aller. J'aimerais quand même bien comprendre ce que foutait un homme en slibard à 4 pattes au milieu de nulle part. Il y a vraiment des trucs chelous quand même. La prochaine histoire, c'est celle de Manon. Et elle raconte une histoire qui lui est arrivée il y a environ 4 ans. À cette époque, elle a 19 ans et fréquente une faculté privée située dans un petit quartier tranquille. Les rues ne sont généralement pas très fréquentées, à l'exception des heures de pointe où il y a davantage de passages et d'embouteillages autour de son école. Ce jour-là, c'est un vendredi et elle finit ses cours 2 heures plus tôt que prévu, entre 14h et 15h. En raison de l'absence d'un professeur.
Comme elle n'a pas le permis, à l'époque, elle doit prendre 3 bus et marcher encore une dizaine de minutes pour rentrer chez elle. Cependant, n'ayant prévenu personne pour qu'on vienne la chercher, car ses parents travaillent et ses amis qui y conduisent sont encore en cours, elle ne veut pas attendre 2 heures sans rien faire et décide finalement de prendre le bus. Pour que vous visualisiez bien, autour de sa faculté, plusieurs arrêts de bus sont à des distances différentes. Habituellement, elle prend toujours celui qui est à environ 5 à 10 minutes à pied, car cela lui permet d'accéder à des lignes de bus express et donc de prendre seulement 2 bus au lieu de 3. Cependant, ce jour-là, elle sait qu'elle n'arrivera pas à temps à cet arrêt pour attraper le prochain bus express. Elle choisit alors de prendre le bus à un autre arrêt plus proche, même si c'est la première fois qu'elle attend à cet endroit seule. Bon, on a compris, elle va le regretter, blablabla, on passe l'histoire quoi. Je rigole, calmez-vous, parce que vous n'êtes pas prêts en vrai. Donc arrivée à cet arrêt de bus, il n'y a personne. Elle consulte les horaires affichés sur le panneau et commence donc à attendre son bus. En face de son arrêt, il y a un autre arrêt de bus, pour le bus allant dans l'autre direction, où se trouvent beaucoup de gens sous 2 abribus. Ça fait beaucoup le mot bus, mais c'est compliqué de trouver des synonymes. Engin de transport de la populace? Ça passe pas, on est d'accord. Donc elle attend, elle a ses écouteurs et écoute de la musique à fond, tout en regardant son téléphone. Pour nous préparer à la suite, car c'est important pour vous, elle explique qu'elle a déjà eu de mauvaises expériences avec des personnes qui l'ont abordée de manière désagréable et qui lui semblaient potentiellement dangereuses. La routine pour une femme finalement, rien d'étonnant. Par conséquent, elle reste dans son coin, évitant de regarder les autres pour ne pas attirer l'attention. Donc alors qu'elle attend, elle réalise que les gens en face d'elle, sous l'abribus, commencent à parler de manière bruyante et collective. Au départ, elle n'y prête pas attention, mais ensuite elle remarque qu'ils continuent à parler de plus en plus fort tout en pointant du doigt un homme à l'écart. Je vous rappelle qu'elle n'entend rien car elle a ses écouteurs. Cet homme, que les gens pointent du doigt, a environ 45 à 50 ans et il se tient à quelques mètres de l'abribus et est plongé dans son téléphone lui aussi. Pour le moment, elle ne fait pas spécialement attention à lui. Au bout de 5 minutes, elle comprend enfin que les personnes en face d'elle tentent de l'appeler en agitant leurs bras de manière exagérée. Elle retire alors un écouteur pour mieux les entendre et lui font des signes en lui disant « Ce monsieur est en train de vous prendre en photo » en montrant l'homme près de l'abribus. Elle tourne alors la tête pour le regarder et l'homme baisse son téléphone au même moment et il la fixe droit dans les yeux et lui sourit. C'est pas passé mon frérot, désolé hein. Enfin non pas désolé mais vous avez capté. À cet instant, elle est pétrifiée. Elle ne peut plus bouger le moindre muscle de son corps. Elle se demande ce qui se passe, ne sachant pas du tout comment réagir. Pendant ce temps, l'homme continue de la fixer avec le même sourire, regardant son téléphone de temps en temps. Les gens sous l'abribus continuent de lui crier « Ce monsieur a pris des photos de vous !» Elle reste immobile et silencieuse pendant plusieurs minutes, ne sachant vraiment pas quoi faire, ni quoi répondre. Puis, elle voit son bus arriver. Elle y monte en toute hâte, incapable de comprendre ce qui vient de se produire. Une femme, qui était sous l'abribus, monte dans le même bus qu'elle et en passant près d'elle, lui dit « Madame, ce monsieur a pris des photos de vous. » Bon, elle a compris. Arrêtez de lui casser les couilles. Oh, c'est bon un moment. Putain. Attention, je cautionne pas les photos de l'autre, loin de là. J'espère même un peu qu'il va traverser la route et se faire renverser, pour tout vous dire. Un peu extrême? Peut-être. À ce moment-là, donc, elle n'arrive toujours pas à répondre et elle regarde juste la dame d'un air totalement choqué. La femme, elle, s'assoit alors non loin d'elle et continue de parler à une autre dame, expliquant qu'ils ont compris que l'homme prenait des photos d'elle et qu'une jeune femme l'a vue sur son téléphone en train de le faire. À ce moment-là, elle réalise que l'homme qui la prenait en photo monte également dans le même bus qu'elle. Ah, il a traversé la route et survécu du coup. Dommage. Bref, il monte et s'installe à quelques mètres derrière elle. Elle est alors de nouveau pétrifiée, ne bougeant plus du tout. Elle se dit, il ne faut absolument pas qu'il puisse la suivre. Au prochain arrêt, qui est près de plusieurs lycées et donc très fréquenté, elle descend aussi rapidement que possible sur le trottoir. Et malheureusement, elle remarque qu'il descend aussi. Elle accélère le pas, bouscule les gens sur son chemin et marche de plus en plus vite en direction d'un bus sur le point de partir. Elle entre dans le bus et se place dans un coin sans fenêtre, espérant qu'il ne la repère pas. Et c'est apparemment le cas, car elle ne le revoit pas. Quand elle arrive au prochain arrêt pour changer de ligne, en montant dans l'engin de transport de la populace, une crise d'angoisse la submerge et elle tombe de stress. Par chance, une amie qui était montée dans le bus la voit, l'aide à s'asseoir et la calme jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle. Par chance, parce que sinon les gens autour d'elle l'auraient juste enjambée. Arrivée chez elle donc, elle s'effondre en larmes jusqu'à ce que sa mère arrive et qu'elle lui explique tout. Sa mère est aussi choquée qu'elle et ne comprend pas ce qui s'est passé. Après avoir essayé de la calmer, elle lui conseille de parler à sa fac. Le lundi suivant, elle en parle à sa prof principale qui la soutient et lui suggère de porter plainte auprès de la police. Cependant, elle ne le fait pas car elle ne pense pas être prise au sérieux. La professeure décide alors de les contacter elle-même pour les informer qu'elle a reçu une plainte anonyme
signalant la présence de personnes suspectes dans les environs. Après cet incident, elle ne se sent pas bien pendant plusieurs semaines et ne veut plus du tout prendre le bus en sortant des cours, préférant attendre des heures pour avoir quelqu'un qui puisse la ramener. Après 4 ans maintenant, elle n'est plus aussi traumatisée, même si elle ne comprend toujours pas tout ce qui s'est passé ce jour-là. C'est ainsi donc que son histoire, comme je le répète souvent, nous rappelle constamment de faire toujours attention, car on ne sait jamais sur qui on peut tomber. La prochaine histoire, c'est celle de Gabriela. Elle a 17 ans et cette histoire lui est arrivée quand elle en avait 14. Il faut savoir que c'était une période très difficile pour elle, car à cette époque, elle faisait beaucoup d'allers-retours dans un service psy de l'hôpital de sa ville en raison d'idées noires et de tentatives de suicide. Elle précise qu'elle va beaucoup mieux désormais. Et on est très content de l'apprendre. Bisous, Gabriela. L'histoire, justement, se déroule lors d'un des séjours qu'elle a fait là-bas. À ce moment-là, ils étaient 4 dans le service. Elle va appeler les 3 autres personnes Elena. Rien à voir avec la première histoire. Enfin, je crois pas. Oh mon dieu. Je suis encore parti trop loin, désolé. Bref, elle les appelle donc Elena, Lia et Sarah pour préserver leur anonymat, car elle n'est plus en contact avec elle et n'a donc pas leur accord pour utiliser leur prénom. Pour mettre les choses en contexte, le service est composé d'un long couloir avec de chaque côté les bureaux des médecins, la cantine, la salle des infirmières, la salle commune pour les patients avec une télé et enfin les chambres des patients en psychiatrie. Elle précise qu'entre la salle des infirmières et les chambres se trouve un autre couloir dédié aux bébés qui pleuraient assez souvent, ce qui a son importance comme vous le verrez. À son arrivée, Gabriela occupait la chambre 1. Elle était plutôt contente de la voir car c'était une chambre handicapée, sûrement parce qu'elle est plus grande. Elle ne le précise pas, alors j'imagine. Elle explique tout de même que, comme personne n'était en fauteuil et que toutes les autres chambres non occupées étaient en nettoyage, elle a hérité de celle-ci. Bref, un jour, alors qu'elle était dans la salle commune, la discussion a tourné autour du paranormal. Gabriela a proposé de jouer au Ouija. Et on sait que c'est une mauvaise idée. La preuve juste ici. Après ça, Elena leur a dit qu'elle en avait un chez elle et qu'elle allait demander à sa mère de l'apporter discrètement lors de sa prochaine visite. Le lendemain, la mère d'Elena lui a apporté la planche. Alors, je voudrais juste discuter d'un truc. Est-ce que c'est une bonne idée d'amener une planche de Ouija pour quelqu'un dans un hôpital psychiatrique qui a donc sûrement des problèmes psy? Pas sûr du tout du truc, le débat est ouvert, cela dit. Dites-le moi dans les commentaires. Elles ont ensuite commencé la partie dans la salle commune, mais ça n'a pas marché. Alors, Gabriela a eu une idée de génie, mais assez morbide, proposé d'aller dans la morgue. Ah bah oui, c'est le terme morbide. Après une longue réflexion, elles ont finalement trouvé un moyen d'y accéder. En gros, dans la salle des infirmières, il y a un trousseau de clés avec un badge qui donne accès à tous les services, y compris la morgue. Après le repas, vers 21 h, Gabriela est allée avec Sarah dans la salle des infirmières. À ce moment-là, il n'y avait que 3 infirmières présentes, et Sarah a réussi à retenir leur attention pendant que Gabriela prenait le badge. C'est Prison Break le truc. Par chance, les infirmières ne l'ont pas vue, et après une dizaine de minutes, elles sont retournées dans la salle commune. À 23 h, elles sont allées se coucher. Toutes avaient une montre et à minuit, elles sont sorties de leur chambre. Elles sont passées sous la fenêtre du bureau des infirmières et ont quitté le service. C'est vraiment un plan de fou, juste pour faire un Ouija dans une morgue quand même. Elles ont donc descendu les escaliers jusqu'au sous-sol -2 et se sont dirigées vers la morgue. En chemin, elles ont entendu des bruits de pas. Alors elles se sont cachées dans un placard sur leur droite. Puis quand les bruits ont cessé, elles ont continué leur chemin jusqu'à la morgue. Gabriela a utilisé le badge pour ouvrir la porte et elles sont entrées. Elena a ensuite placé la planche de Ouija par terre. L'ambiance était évidemment très perturbante. Non, bah pourquoi? Un Ouija entouré de morts? Bonne ambiance, non? Bref, malgré ça, elles ont commencé la partie, et cela a apparemment fonctionné. Elles ont d'abord demandé « Y a-t-il quelqu'un ?» et la flèche s'est dirigée directement sur le « oui ». L'entité a prétendu s'appeler Asma, avoir 16 ans et être décédée dans cet hôpital. Elles ont donc été très effrayées, et Lia a dit au revoir pour y mettre un terme. Et par chance, la flèche est allée au revoir. Elles sont donc rapidement retournées au service sans que personne ne les ait remarquées. Gabriela a quant à elle laissé le badge à l'entrée de la salle à manger pour que les infirmières pensent qu'une d'entre elles l'a fait tomber. Par la suite, elles trouvent ça étrange, mais elles ont apparemment toutes bien dormi et n'ont pas eu de problème cette nuit-là. Cependant, la nuit suivante, Gabriela a fait un rêve où une jeune fille aux jambes sectionnées sur un fauteuil roulant lui a dit « Aide-moi ». Quand elle s'est réveillée de ce rêve, il était 5 h du matin et en ouvrant les yeux, elle a vu une sorte de chaise avec un pied coupé à côté. Super. Et après s'être frotté les yeux, plus rien. Elle a alors allumé la lumière et a lu des mangas jusqu'au petit déjeuner. Elle en a parlé aux autres filles, mais elles n'ont jamais fait ce rêve. Elle a également remarqué, en prenant sa douche, que le mot Asma était écrit à côté de la porte de la salle de bain. Les 3 nuits suivantes, elle a refait le même rêve.
Puis la 4e nuit, elle s'est levée et pour une raison inconnue, elle est allée à l'entrée du couloir où se trouvaient les chambres des bébés, comme si elle était somnambule. Ce qui l'a effrayée, c'est que tous les bébés se sont arrêtés de pleurer alors qu'ils pleuraient normalement tout le temps. Elle a alors entendu un bruit de roue qui tournait sur le sol venant de l'autre bout du couloir, ce qui l'a réveillée, et elle a alors couru dans sa chambre et elle n'a pas pu se rendormir. Le même jour, 2 heures après le petit déjeuner, le psychologue lui a dit qu'elle sortirait le soir même. Sa mère est venue la chercher à 18 h et dès qu'elle est rentrée chez elle, elle n'a plus ses supposées apparitions. Elle est retournée en psychiatrie 2 autres fois, mais elle n'a jamais rien vécu de similaire. Badant quand même. C'était quoi ça? Non, non, non! Les démons sont chez moi à présent. Ils sont en moi. Ils sont même en moi. Ils m'ont pénétré, souillé. Oula, ça va trop loin. Alors la vidéo t'a plu? Alors abonne-toi, like et partage, c'est gratuit. Ah si, c'est gratuit et ça me soutient énormément. Alors fonce. Bref, après toutes ces histoires totalement terrifiantes, j'espère que vous n'avez pas trop transpiré et que vous n'avez pas eu trop peur. Et j'espère que vous allez réussir à dormir. Moi, je suis pas sûr. N'oubliez pas que si vous avez frissonné ou même esquissé un sourire ou rigolé à grande gorge, ça ne se dit pas mais bon j'avance des trucs, abonnez-vous, comme je le disais. Et sur ce, n'oubliez pas évidemment de faire attention à vous. Toutes ces histoires nous rappellent que le danger peut être partout. Et moi, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou la famille.